Merci beaucoup de m'avoir avec vous aujourd'hui. Je vais présenter sur le deuxième thème de cette conférence. Le thème, c'est Application of AI to Medical Image Analysis, Left Ventricle Segmentation in Echocardiography. C'est-à-dire l'application de l'intelligence artificielle à l'analyse des images médicales, et plus précisément sur la tâche de la segmentation du ventricule gauche. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter. Mon nom, c'est Patrice Monka. Bien évidemment, je suis camerounais. Et ça, c'est mon email pour ceux qui voudraient bien entrer en contact avec moi, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle ou bien les études en Chine ou bien voyage à l'étranger, des conseils ou bien quoi que ce soit. J'ai obtenu une licence en physique-chimie à l'Université de Douala en 2012. Après cela, j'ai travaillé 2 ans. Là, j'étais au Congo. Après ça, en 2015, j'ai décidé de venir en Chine pour continuer mes études. Et là, j'ai obtenu un premier master en Computer Science and Technology, c'est-à-dire l'informatique, comme on dit le plus communément en français au Cameroun. Ensuite, j'ai fait un deuxième master en ingénierie biomédicale. Et là, j'ai plutôt essayé de me focaliser sur l'application de l'informatique dans le domaine médical, en fait. Parce que de nos jours, on parle beaucoup plus de interdisciplinary field. Déjà, je tiens à m'excuser. Peut-être pendant ma présentation, je pourrais aussi utiliser des termes anglais, aussi tout mon PowerPoint est en anglais. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai quoi. Et mon domaine de recherche plus, c'est le traitement des images, aussi le traitement des images de séisme, que ce soit, par exemple, quand on fait le sondage pour le monsieur qui parlait du génie civil, on pourra en discuter un peu plus tard parce que mon groupe de recherche aussi, on fait des recherches dans ce domaine. Il y a le domaine qu'on appelle medical imaging. Ça, c'est l'imagerie médicale en général. Parce que dans l'imagerie médicale, il y a vraiment beaucoup de domaines. C'est-à-dire, quand on parle de robot surgery, oui, ça fait aussi partie de l'imagerie médicale et aussi le deep learning et ses applications. Parce que le deep learning, c'est une partie, en fait, de l'intelligence artificielle. Donc, ma présentation aujourd'hui va se faire en fonction de ces 3 parties. La première partie, je vous parlerai de Getting Started with Machine Learning, ML. Ici, c'est Machine Learning. Getting Started with Machine Learning, ici, c'est pour dire comment commencer en fait, comment s'y lancer, comment s'y faire. Parce que ce thème de Machine Learning, c'est vraiment là dans tous les domaines de notre vie et comment est-ce qu'on peut faire aussi pour être à jour avec cette nouvelle technologie. Et ensuite, je vais aussi vous parler un peu plus en détail des applications de machine learning. Et aussi, finalement, je vais vous parler de ce point précis qui est l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Et plus précisément, la segmentation. Parce que je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la segmentation, en fait, c'est la division d'une image en différentes pièces en fonction de nos besoins. Et aussi, ça peut être en différentes pièces ou bien en différentes régions en fonction de nos besoins. C'est ça, la segmentation. Donc, allons-y déjà avec la première partie, c'est-à-dire Getting Started with ML. Comment s'y prendre? Comment commencer, comme on dit souvent? Et là, je vais d'abord vous parler encore un peu plus. Ceci, c'est un peu comme une révision pour vraiment attirer notre attention parce que le domaine de AI, c'est un domaine très, très vaste. Et je souhaiterais plus dans l'avenir qu'on essaye aussi d'être un peu plus précis quand on utilise ces termes-là. Parce que même le data science, oui, c'est aussi un domaine de AI. Et ici, c'est pas mentionné, mais généralement, quand on parle de AI,
en domaine général, AI peut être divisé en 3 branches en général. Nous avons ce qu'on appelle machine learning. Machine learning aussi, c'est une branche de AI. Et maintenant, dans machine learning, nous avons ce qu'on appelle deep learning. DL ici, ça correspond à deep learning. Et deep learning ici, c'est une version très, très avancée de l'intelligence artificielle et de machine learning. Et ici, nous avons le NLP. NLP, ici, ça correspond à Natural Language Processing. Comme pour dire l'analyse des langues naturelles, en fait. C'est-à-dire le voice recognition. Je suis sûr que même déjà au Cameroun, maintenant, il y a des gens qui ont installé ce système de monsieur du génie civil. Vous pouvez fermer votre porte juste avec votre voix. Et quand vous arrivez à la maison, vous parlez et les lumières vont s'allumer. Et tout cela, c'est aussi l'application des AI dans le domaine du génie civil. Et ça, c'est dans le domaine de Natural Language Processing. Et je voudrais également attirer votre attention sur le domaine de machine learning, en fait. Parce que machine learning, c'est l'une des branches les plus élargies, les plus vastes de l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui ont peut-être peur de ce terme, de cette expression de machine learning, n'ayez pas peur, parce qu'en principe, machine learning is an interdisciplinary field. Comme vous dites, c'est une combination, une intégration, une agrégation de plusieurs domaines. Et si nous voyons ici, dans machine learning, nous avons computer science, qui est connu comme informatique. Nous avons les statistiques. Et ici, nous avons l'évolution. Quand on parle de l'évolution, ici, on voit les sciences humaines et la biologie. Et ici, nous avons ce qu'on appelle animal learning. Ici, nous voyons la psychologie, la neuroscience. Et ici, nous avons adaptive control theory. Dans ce domaine-ci, nous voyons l'automatisation et l'automatisme plus simplement pour ceux qui le savent. Et ici, nous voyons le domaine de l'économie. C'est là où ceux qui sont plus dans le domaine de data science et le fintech, oui, ils peuvent vraiment beaucoup plus se retrouver. Donc, comme vous voyez là, le machine learning, en fait, c'est comme une intersection de plusieurs sciences, de plusieurs fils, plusieurs domaines ensemble. Donc, c'est un domaine qui concerne tout le monde de nos jours. Et n'ayez pas peur vraiment quand vous entendez parler de machine learning, si par exemple vous êtes un économiste, ou bien si vous faites dans les lettres, parce que de nos jours aussi, le Natural Language Processing, ça aide dans le domaine des lettres, parce que tout ce que nous utilisons, pour ceux qui parlent plusieurs langues, quand il s'agit de traduire, ça c'est l'application de machine learning dans le domaine des lettres. Et aussi pour des personnes qui font dans la construction, comme le monsieur parlait du génie civil, c'est là où nous voyons ici le control. Et il y a également les statistiques pour faire les prédictions. Et là maintenant, je vais parler de quelques prérequis en fait. Comme on disait tantôt, how do I begin? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Et je pense que M. Tala a aussi broché un peu sur ce domaine pendant sa présentation. Et je dirais, c'est très, très important d'avoir des petites connaissances en termes de coding. Coding, c'est-à-dire l'écriture des codes. Oui, parce que l'écriture des codes est très, très importante quand il s'agit de développer ou bien de faire carrière dans le domaine de l'intelligence artificielle et plus précisément dans le domaine de machine learning. Parce que vous avez besoin de ça. Vous ne pouvez pas faire machine learning sans coder, en fait. Parce que c'est quoi machine learning? Comme le monsieur a tantôt posé la question, c'est cette science-là qui enseigne aux machines à se comporter comme les êtres humains, en fait. Ça, c'est pour une définition très, très simple. Et qui enseigne à la machine comment se comporter, c'est nous les êtres humains. Donc, ici, dans ce cas-ci, il faudrait que vous soyez à mesure de vraiment coder, d'écrire des codes. Parce que c'est quand vous écrivez des codes que vous pouvez être à mesure de vraiment représenter votre idée, introduire votre idée à la machine et lui apprendre à faire ce que vous avez besoin qu'elle fasse. Et ensuite, il y a les algorithmes, l'écriture des algorithmes. Oui, parce que ceci aussi, c'est très, très important. Je me souviens quand nous étions encore au secondaire, il y avait ce qu'on appelait des problèmes, en fait. Quand on a un problème, il faut faire l'opération, faire des calculs et trouver des solutions.
Et dans le cas plus simple de l'algorithme ici, c'est comment est-ce que vous formulez le problème en termes d'opération, en termes d'équation. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment préliminaire. Et n'ayez pas peur, par exemple, ceux qui sont dans d'autres domaines, qui n'ont pas fait les mathématiques ou bien qui n'ont pas fait la physique, les sciences pures. Mais depuis le secondaire, nous avons des notions de base dans le domaine de l'algorithme. C'est juste que le nom a changé, en fait. Oui, c'est très, très important. Il y a le domaine, ce domaine de mathématiques qu'on appelle calculus. Et je pense que tout le monde a aussi appris ça depuis le secondaire, aussi l'algèbre linéaire. Oui, et les statistiques, bien évidemment, parce que les statistiques, il s'agit de compter, en fait. Et quand on parle des statistiques, je me souviens, au lycée, on apprenait bien les combinaisons et tout ça. Donc, ça fait partie des statistiques. Quand on évalue, par exemple, un modèle, tout ce que M. Tala a parlé tout à l'heure de true positive, true negative, ou false positives, ou false negatives, tout ceci fait partie des statistiques. Et aussi, vous avez besoin des bases, oui, vous avez besoin des bases dans le domaine de machine learning. Oui, parce que si vous n'avez vraiment pas ces bases-là, ça sera difficile pour vous de comprendre, de formuler même un problème en termes de machine learning project. Ça devient difficile. Et aussi, après tout cela, c'est très, très important de commencer quelque part. Oui, il faut essayer un peu avec des petits projets. Je me souviens, pour ceux qui ont une petite base en termes de programmation, quand on apprenait tout, c'était avec le C language, la programmation C. On nous apprenait à écrire Hello World. Oui, et ça, c'était des projets, des petits projets, et on pouvait demander What is your name? Comment vous appelez-vous? Et il y a une réponse, il y a une barre qui va sortir. Vous allez taper votre nom. Quand vous entrez, ça fait OK, ça reçoit. Donc, voici des petits projets que vous pouvez essayer déjà d'avoir une notion de base dans le domaine de machine learning plus précisément, parce que nous tous, on a toujours besoin de commencer quelque part, parce que pour marcher, il faut d'abord ramper, et après ça, apprendre à vous mettre debout, et ensuite apprendre à marcher, à faire des petits pas, et ensuite vous allez courir. Et le plus important, c'est la persévérance, en fait, oui. Et si vous n'abandonnez pas, ce qui est sûr, un jour vous réussirez. C'est quand vous avez abandonné que vous savez qu'effectivement, vous avez déjà échoué. Et là aussi, je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur. How to become an ML professional. Ici, c'est pour des gens qui voudraient vraiment devenir professionnels dans le domaine de machine learning. Moi, particulièrement, je suis en train de me focaliser en dehors de ma recherche sur comment proposer des solutions pour vraiment améliorer la transformation digitale des pays africains et plus précisément du Cameroun. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des professionnels dans le domaine de machine learning, mais ils ne le savent pas. Oui, avec tout ce que, par exemple, vous faites sur Facebook de nos jours, avec le marketing, online marketing, ou les gens qui font la promotion de leurs produits sur Facebook et autres, vous cherchez des gens qui achètent ce que vous achetez. Ça, c'est déjà machine learning que vous faites, mais vous n'en savez pas. Et maintenant, c'est comment devenir professionnel dans ce domaine et comment le faire d'une façon meilleure et améliorée, en fait, en termes de temps, en termes de résultats et en termes de qualité. Oui, premièrement, comme je l'ai dit tantôt, you need to understand the fundamentals. Comme vous dites, vous avez besoin d'avoir une connaissance des principes de base dans le domaine de machine learning. Ceci est très, très important. Et ensuite, je vous conseillerais aussi de prendre des cours. Il y en a beaucoup et certains sont gratuits. Des plateformes comme Coursera, et il y en a aussi beaucoup, même sur Amazon. Et il y a aussi Google, Microsoft. Ils en ont vraiment beaucoup des cours gratuits, en fait, que vous pouvez prendre en ligne. Et sur YouTube aussi, il y en a vraiment beaucoup.
Il y a beaucoup de gens qui ont des chaînes YouTube et vous apprennent comment vous pouvez vraiment débuter avec les notions de l'intelligence artificielle et machine learning. Et aussi, c'est très, très important d'avoir des livres. Parce que le livre, généralement, vous oriente, ça vous facilite l'établissement d'un programme d'études, en fait. Parce que dans un livre, ça y va par chapitre. Parce que généralement, quand vous avez un livre, ça vous oriente. Oui, parce que son livre, généralement, vous êtes tenté à prendre ceci aujourd'hui, demain, vous vous rendez compte, je manque ceci, et vous pouvez ne pas avancer. Alors qu'avec un livre, il y a une logique que vous allez suivre dans votre étude et la journée d'apprentissage. Et aussi, learn algorithms, comme je l'ai dit tantôt, c'est très, très important de savoir comment convertir son problème en une équation mathématique, en quelque chose de très, très simple. Je dirais plutôt que ce que le machine learning a plus besoin, c'est on doit développer notre degré de logique. Il faut améliorer le degré de logique, en fait. Parce que si votre logique, votre façon de penser n'est pas claire, c'est difficile pour vous d'enseigner cela à quelqu'un. Parce que ce que nous faisons, c'est nous sommes des enseignants de la machine de l'ordinateur. Oui, je vais essayer d'expliquer cela un peu plus en détail dans la prochaine page. Donc, il faut apprendre les algorithmes et savoir comment les appliquer, en fait. C'est très, très important. Et aussi, au fur et à mesure que vous apprenez, essayez de faire des devoirs très, très simples, des petits projets, en fait. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très, très grandiose. Vous avez juste besoin d'aller sur Internet, télécharger, par exemple, un petit projet que quelqu'un a fait et vous essayez de voir si vous pouvez run le code là sur votre machine. Oui, si ça peut marcher. Si ça peut marcher sur votre machine, vous essayez un peu de modifier, faire des petites modifications, voir si vous pouvez remplacer les données que cette personne a utilisées dans son projet avec d'autres données venant d'ailleurs. Si vous le faites successivement et le programme continue de marcher, là, ça peut déjà un grand pas. Donc, il faut faire des petits tests et y aller doucement. Et je ne sais pas aussi, pendant que je présente, s'il y a des questions, ce serait mieux de m'arrêter et de poser vos questions. Oui. Et aussi, comme je disais tantôt, des constructions basiques pour développer un projet dans le domaine de machine learning. On a besoin d'un teacher. Teacher, c'est qui? On a besoin d'un enseignant, c'est nous, comme je l'ai dit tantôt. Parce que c'est vous qui devez vraiment définir votre problème et choisir le modèle qui vous convient. Par exemple, si vous entrez dans une salle ou bien si vous avez des données des personnes qui sont assises dans une salle de classe, que ce soit dans une vidéo ou bien dans une image, mais vous voulez définir, OK, quelles sont les races probables des personnes qui se retrouvent dans la salle? Parce qu'ici, quand vous voyez les features to be used, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques, certains contenus que vous allez utiliser pour résoudre votre problème, parce que c'est ça en principe le problem definition, la définition du problème. Vous pouvez dire, OK, on peut se référer à la longueur de leurs cheveux, en fait. Oui, nous allons savoir, par exemple, OK, les Africains ont généralement des cheveux courts, et les Asiatiques et les Européens, ou bien aussi on peut se référer à la couleur de la peau, en fait. Oui, ceux qui viennent, par exemple, de l'Europe ou bien de l'Amérique du Centre, du Nord, ont une peau un peu plus blanche. Ceux qui viennent de l'Asie ont des peaux généralement jaunes et ceux de l'Afrique ont des peaux plus noires, aussi de l'Amérique latine. Donc, généralement, voici un peu un exemple très, très simple en termes de features. Oui, et aussi, par exemple, si vous êtes dans une salle, vous voulez définir, vous avez juste des photos des personnes, vous voulez définir, est-ce que c'est un homme ou bien une femme? Juste les cheveux ne suffisent pas parce qu'il y a des hommes qui ont des longs cheveux. Peut-être il y a un autre point que vous allez prendre en compte, peut-être la pomme d'Adam. Est-ce que cette personne-ci a la pomme d'Adam ou pas? À partir de ça, vous allez savoir, OK, ça c'est un homme et ça c'est une fille.
ou bien ça c'est une femme. Et aussi, il y a les données expérimentales. Et laissez-moi vous dire qu'il ne peut pas avoir machine learning sans les données. Et toute l'évolution, les succès que vous avez vus dans le domaine de machine learning pendant les dernières 10 années qui sont passées, c'est dû à deux principaux facteurs. Le premier facteur, c'est le développement des machines, des ordinateurs à grande puissance qui peuvent effectuer de grandes computations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est l'existence des grandes données. Parce qu'on ne peut pas faire de machine learning sans les données. Comme Dr. Arnaud a tantôt mentionné, pour nous, pour designer, pour définir un machine learning project qui doit nous aider à résoudre un problème dans un domaine spécifique, la chose première, primordiale dont on a besoin, ce sont les données. Parce qu'on apprend à la machine comment faire quelque chose en fonction de ce qu'on lui montre, en fait. Parce que si la machine n'a pas vu, elle ne saura pas quoi faire la prochaine fois. Et c'est la même chose que quand on était petit comme des enfants. Tout ce qu'on a appris à lire, les chansons qu'on chante, les lettres et tout, on les a appris. Et on nous a appris parce qu'on nous a montré ces lettres. Si ces lettres n'existaient pas, comment est-ce qu'on aurait pu savoir comment les lire? Donc, c'est la même chose. Les données sont très, très importantes. Et aussi, il y a ce qu'on appelle Objective Function. Oui, ceci peut être un peu très, très technique, mais bon, en principe, c'est la façon où c'est important de mentionner ce que vous voulez que la machine fasse quand vous l'entraînez, en fait. Oui, parce que dans chaque cas, il y a toujours un objectif précis. Comme tantôt, j'ai posé une question très, très simple. En fait, comme j'ai pris un exemple très, très simple quand je parlais des features. Oui, quand on veut, à ce niveau-ci, il faudrait qu'on dise à la machine ce qu'on voudrait qu'elle fasse. On a besoin que, quand on met, par exemple, quand une vidéo vient, ou bien quand des données viennent, par exemple, on peut donner le nom des personnes, le âge, la couleur des cheveux, la longueur des cheveux, la pomme d'Adam, oui ou non. Quand on donne ceci, et maintenant, on va dire à la machine, OK, à votre niveau, essayez de diviser. L'élément qui nous attire le plus ici, qui a plus d'importance pour nous ici, c'est la pomme d'Adam. Donc, si vous voyez ici que la pomme d'Adam, c'est 1, OK, il faut nous dire que ça, c'est un homme. Et si vous voyez que la pomme d'Adam, c'est 0, il faudrait donc que vous nous dites que ça, c'est une femme. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on appelle le objective function. Ici, on dit à la machine ce qu'on a besoin qu'elle fasse en termes très précis de prédiction, en fait. Et aussi, on parlait de learning algorithm. Dans ce cas aussi, c'est presque similaire à l'objective function. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu différent parce qu'on doit aussi être précis de dire à la machine. Parce qu'en termes de machine learning, il y a des cas différents, en fait. Il y a les classification problems. Donc, il faut juste diviser en plusieurs catégories. Il y a des autres qu'il faut plutôt trouver un élément dans une photo ou bien dans une vidéo ou bien dans une salle. Donc, c'est différent. Et aussi, un point très, très important, comme je l'ai mentionné tantôt, computational power. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler de machine learning sans avoir un bon ordinateur. Et vous ne pouvez pas parler de machine learning si vous n'avez pas un GPU. Parce que le GPU, c'est une carte graphique qui est insérée à la machine et qui vous permet de faire des computations, des grandes computations en fait. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Donc, si chaque fois que nous pensons à développer un projet ou bien un produit en faisant référence à l'intelligence artificielle ou bien à machine learning, nous avons besoin de ces 5 éléments. Oui, ces 5 éléments sont très, très importants et les plus importants, les primordiaux de ces éléments sont les 3 qui suivent. Nous avons besoin d'un enseignant qui est nous qui définissons le problème et choisissons les éléments qui sont importants
dans la décision dont nous voulons faire. Et ensuite, nous avons besoin des données expérimentales. Parce que sans données expérimentales, on ne peut pas enseigner à la machine ce qu'elle doit faire. Parce que la machine apprend en fonction des données expérimentales. Et bien sûr, nous avons besoin des ordinateurs et aussi même pour accéder au cloud system, c'est-à-dire ce qui est inséré dans l'espace. Oui, on a toujours besoin d'une interface, nous avons besoin d'une interface. Donc, vous aurez soit besoin d'un ordinateur ou bien d'une tablette pour y accéder. Donc là, c'était la première partie à propos de Get Started with Machine Learning, c'est-à-dire comment commencer. Donc, je ne sais pas jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des points que vous voudrez que je clarifie? Oui, avant que je avance sur la deuxième partie. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vais continuer. La deuxième partie, je vais parler plus brièvement, mais de façon plus précise, de certaines applications de machine learning. Oui, généralement, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui utilisent le machine learning ou bien l'intelligence artificielle dans leur vie tous les jours, mais ils ne le savent pas. Et je vous dirais que machine learning est vraiment en train d'avoir un grand impact sur le monde. Oui, parce que nous l'utilisons presque tous les jours sans nous rendre compte. Parce que les smartphones que nous avons, c'est aussi l'intelligence artificielle. Et aussi, par exemple, ce que nous sommes en train d'utiliser maintenant, Zoom, pour avoir cette conférence en ligne, c'est l'intelligence artificielle. Et plus simplement, ici, j'ai fait comme un résumé de certains domaines, pour ne pas parler de tâches. Oui, nous avons ici un exemple. Oui, ici, nous avons le image recognition. Je pense que jusqu'ici au Cameroun, il y a des sociétés où les gens écrivent la présence avec leur face, ou bien les gens entrent dans la maison avec en fait, face recognition system. Et aussi, nous avons ici le speech recognition. Et il y a également ça, comme je disais tantôt, des gens qui ouvrent les portes de leur maison avec ça. Et je me souviens, il y avait beaucoup de jeunes là. J'avais même vu un exemple sur YouTube, des jeunes qui ont conçu des trucs très, très simples. C'est-à-dire, quand ils entrent dans la maison, juste avec la voix, la lumière de la maison peut s'allumer. Tout ça, c'est dans le domaine de speech recognition. Et aussi, nous avons le medical diagnosis. Ça, c'est le point dont je vais vous parler en détail, le diagnostic médical. Oui. Et c'est vraiment très, très étendu de nos jours parce que c'est pas seulement en Afrique, même en Europe, en Occident, en Chine, aux États-Unis, il y a très peu de médecins qualifiés. Et depuis que je suis dans le domaine médical, j'ai aussi essayé à dire aux gens que n'ayez jamais peur quand vous partez à l'hôpital et un médecin vous dit que vous avez une maladie chronique. Et laissez-moi vous dire que le diagnostic médical est très, très subjectif. Oui, et ça a fait avec l'expérience, en fait, du médecin. Voilà pourquoi chaque fois, il va vous demander comment est-ce que vous vous sentez, quand est-ce que ça a commencé, quels sont les symptômes que vous avez. Et le médecin n'utilise que ces symptômes pour se repérer. Oui, les symptômes pour se repérer à certaines théories qu'ils ont étudiées à l'école. Donc, vraiment, soyez très, très prudents dans le domaine médical. Voilà pourquoi, de nos jours, on essaie de développer, en fait, des softwares, des programmes qui vont aider dans le diagnostic médical. Oui, et aussi, vous êtes tout à fait d'accord avec moi qu'un médecin qui vient de sortir de l'école, son expérience en termes de diagnostic ou bien interprétation des symptômes ne peut pas être le même que celui d'un médecin de 5 ans, bien 10 ans d'expérience. Donc voilà aussi autant de problèmes que nous faisons face de nos jours.
Et aussi, nous avons de video surveillance. La vidéosurveillance, c'est un peu de partout maintenant. Oui, parce que les caméras ne sont plus très chères de nos jours. Oui, et on utilise ça un peu de partout, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les supermarchés et tout. Et aussi, nous avons le social media services. Pour le social media services, nous avons Zoom que nous utilisons maintenant. Et nous avons également beaucoup d'applications que nous utilisons pour des réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux pour des communications, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram. Ce sont également des social media services. Et aussi, nous avons le financial services. Oui, je ne sais pas si jusqu'ici au Cameroun, nous avons déjà des entreprises qui font dans le online payment, c'est-à-dire en dehors du transfert d'argent avec le mobile money. Vous pouvez également payer avec votre téléphone quand vous entrez dans les boutiques. Et dans d'autres pays africains, surtout au Kenya, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, il y a beaucoup de gens qui sont dans le financial services based on AI. Oui, ça c'est déjà très, très développé. Je n'en sais vraiment pas trop du cas du Cameroun. Et aussi, nous avons le fraud detection. Oui, pour les scammers, on peut également utiliser la fraude aussi dans le domaine bancaire. Oui, on utilise également AI pour résoudre ce problème. Et ici, nous avons également le marketing and sales. Oui, j'ai vu ça, c'est vraiment devenu très, très de la mode, en fait, dans beaucoup de pays africains. Les gens vendent en ligne sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et so on. Donc, voilà également dans le domaine-ci. Et aussi, nous avons des plateformes pour la vente en ligne. Au Cameroun, nous avons Jumia, ce qui est un peu international. Nous avons Amazon. Et en Chine, nous avons Alibaba qui a aussi une version internationale. Et en Chine, nous avons aussi une version locale qui s'appelle Taobao. Oui. Et ici, nous avons le Virtual Personal Assistant. Oui, par exemple, quand on fait des appels de nos jours, en dehors des services clients, il y a parfois des enregistrements qu'on peut mettre en ligne en fonction de vos questions. Ils vont vous répondre jusqu'à ce que, quand ça arrive à un niveau plus avancé, c'est là où on peut envoyer un personnel vous assister. Et aussi, en Chine, nous avons déjà beaucoup de restaurants où il y a des robots qui viennent nous servir des repas. Et aussi dans des hôpitaux, des petites tâches. Par exemple, on voit les médicaments dans la salle du patient. On peut juste programmer le robot et le robot peut aller faire le travail. Donc, voilà un peu pour certaines applications dans le domaine de machine learning. Et aussi, je vais plus aller en détail ici parce que aujourd'hui, nous allons un peu parler de l'application dans le traitement des images médicales. Et aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de medical imaging. Ça, c'est l'imagerie médicale. C'est un domaine qui est très, très grand. Parce que même, pardon. C'est-à-dire les scanners, que ce soit le MRI, le CT, le ultrasound, l'échographie ou bien les X-ray, ils utilisent également des algorithmes dans le domaine. Des algorithmes qui sont des méthodes en fait développées à partir de l'intelligence artificielle ou bien de machine learning. Et aussi, vous pouvez voir ici, comme je disais tantôt, regardez un peu ce monsieur qui est là, un médecin. Quand il essaie de lire cette photo-ci, et c'est en fonction de son expérience que vous dira que, par exemple, vous avez un problème au niveau du crâne. Mais probablement, il y aura un autre médecin qui va vous dire que ça, c'est juste un petit problème et ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien de très grave. Mais bon, en fonction des expériences, vous allez avoir des résultats différents. Et généralement, il y a des gens qui vont paniquer alors qu'en principe, ils vont faire rien. Et à ce niveau-ci, nous voyons là au niveau du poumon. Ici, ça, c'est le X-ray. Ici, c'est le CT. Et ici, c'est le MRI. Donc, ici, au niveau du X-ray, vous voyez là la localisation du tumeur dans votre poumon. Et ici, ça, c'est juste, ce sont les mêmes choses, mais avec des modalités différentes. En fait, ici, c'est le X-ray. Ici, c'est le CT. CT, c'est Computer Tomography. Et ici, effectivement, de nos jours,
En fait, quand il s'agit de faire des opérations, ce n'est plus aussi compliqué que par le passé. Oui, c'est déjà très, très avancé maintenant. Bien sûr que c'est un peu plus cher et aussi parfois on a besoin des experts qui sont en mesure de manipuler ces machines-là. Oui, nous avons ce qu'on appelle le robotic surgery. Oui, et ça, c'est dans un domaine où le médecin, il prête plus attention à l'écran parce qu'on ne fait plus une ouverture très, très grande comme par le passé. Oui, on vous fait juste une petite scission là et on va faire entrer la sonde et qui a une caméra et à partir de l'écran, on peut faire l'intervention. Et comme vous voyez dans ce cas-ci, ça, c'est ce qu'on appelle l'endoscopie. Oui, ça, c'est l'opération endoscopique. J'ai aussi fait de la recherche dans ce domaine-ci. Oui, j'ai développé un software parce que généralement, pendant l'opération de l'endoscopie, il y a parfois, comment dirais-je ça en français, il y a de la réflexion qui se présente et ça peut vraiment obstruer la vision du médecin. Donc, j'ai développé un software qui peut maintenant résoudre le problème de réflexion pendant l'opération ou bien pendant l'endoscope. Il y a vraiment plusieurs types d'endoscope en fonction de la partie du corps qui est examinée. Oui, donc voilà un peu en ce qui concerne des applications de AI. Comme je l'ai dit tantôt, ici, j'ai essayé de lister dans plusieurs domaines. Et ici, pour M. Kamonier André, qui était plus intéressé au génie civil, nous avons ici le image recognition. Parce que au niveau d'ici aussi, généralement, de nos jours, il y a des systèmes. Parce que quand je faisais le master, j'ai un camarade qui a également travaillé sur un tel projet. Le système de ventilation de votre maison, en fonction des images qui sont produites au niveau de la caméra, vous pouvez compter le nombre de personnes qu'il y a dans la maison. Et avec ce nombre de personnes, vous pouvez réguler automatiquement le système de ventilation. Par exemple, en été, quand il fait très chaud, et si par exemple il y a très peu de gens dans la maison et vous essayez de régler très très bas, les gens peuvent avoir froid dans la maison. Alors qu'avec ceci, et aussi quand vous réglez très bas la température, ça consomme aussi beaucoup d'électricité. Et de nos jours, on parle de climate change, le changement climatique, il faut aussi réduire la consommation d'énergie. Donc voilà aussi là où l'intelligence artificielle intervient dans le domaine de la construction. Ça, c'est beaucoup plus dans l'aménagement, l'étape précise de construction. Nous avons également le speech recognition. De nos jours, c'est devenu vraiment très, très récurrent. Il y a des gens qui installent ce genre de système pour ouvrir les portes quand ils rentrent à la maison, même des voitures aussi de nos jours. Il y a des voitures, des portes avec des empreintes, vous ouvrez juste avec l'empreinte. Il y a beaucoup de voitures électroniques, vous n'avez plus besoin de la clé. Vous avez juste de programmer votre empreinte et vous ouvrez la portière avec votre empreinte, vous allez ouvrir le contact de votre voiture. Donc, voilà un peu des applications plus pratiques, en fait, dans nos vies. Et aussi, nous avons aujourd'hui ce que nous appelons le autonomous driving, c'est-à-dire des voitures sans chauffeur. Oui, c'est déjà devenu très, très récurrent, surtout en Chine. On a déjà beaucoup qui font le taxi. Oui. Donc, avant de passer à la troisième partie de ma présentation, est-ce que vous avez des questions? OK. S'il n'y a pas de questions, donc je vais continuer. La troisième partie, c'est AI in Medical Diagnosis, Left Ventricle Segmentation et Echocardiographie. Dans cette partie, je vais juste vous parler simplement de l'application de l'intelligence artificielle pour dire, dans mon cas, j'ai utilisé un domaine très, très
c'est-à-dire une branche de l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit tantôt, je conseillerais aux gens de ne plus trop utiliser le terme l'intelligence artificielle parce que c'est trop grand en fait. Il serait mieux de chercher à singulariser quand vous vous exprimez en fonction de votre domaine d'application. Donc ici, je dirais plutôt, j'ai utilisé deep learning. Bien sûr qu'on peut aussi utiliser machine learning, mais de nos jours, deep learning est plus efficace que machine learning parce que ça ne nécessite pas trop l'intervention de l'homme comme machine learning. Parce que là, par le devant, je vous ai expliqué que quand on essaie de produire un projet de machine learning, vous devez choisir les features, c'est-à-dire les éléments à utiliser pour la prédiction. Mais avec deep learning, bien sûr que le deep learning a aussi ses inconvénients parce qu'on l'appelle black box. On ne sait pas comment est-ce qu'un deep learning model fait ses prédictions. Ça, c'est qu'à ce niveau, on essaie aussi de faire la recherche pour savoir comment est-ce qu'on peut expliquer les prédictions qui sont produites par un deep learning model. Donc, plus simplement, je vais essayer un peu de vous expliquer ici ce qu'on appelle l'échocardiographie. Je pense que dans échographie, nous le savons tous. Oui, surtout pour certains d'entre nous qui sont mariés. Oui, l'échographie, on l'utilise généralement pour le follow-up et aussi le contrôle de la grossesse. Oui, et on sait que le fœtus, c'est un être très, très sensible. Voilà pourquoi on n'utilise pas d'autres modalités comme le CT ou bien le MRI, parce que ces autres modalités ont des radiations qui ne sont pas vraiment bien pour le fœtus ou bien pour notre cœur, en fait. Parce que dans l'échographie ici, nous avons cardiographie qui est relié ici à cardio. Cardio, ici, nous voyons le cœur. Oui, donc ici, c'est le plus communément utilisé de l'imagerie médicale pour diagnostiquer et aussi contrôler certaines maladies du cœur, oui, les maladies cardiovasculaires. Et quand on parle de maladies cardiovasculaires, ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous allez mourir, c'est juste la fonction de votre cœur. Oui, et aussi, pourquoi est-ce que je parle du ventricule gauche? Ici, sur cette photo-ci, nous avons le ventricule gauche parce que vous savez, notre cœur est ici à la gauche. Et la grande artère, l'artère aorte, c'est ça qui fait sortir le sang du cœur vers les parties, le cerveau. Oui, et désolé pour les personnes qui n'ont pas vraiment de notion en biologie ou bien anatomie. Moi aussi, j'ai juste essayé d'apprendre cela parce que je ne suis pas du domaine de la biologie. Oui, donc vous voyez ici, ça c'est le cœur gauche, en fait c'est la ventricule gauche, parce que ici nous nous couchons et la photo est filmée, donc voilà pourquoi ça se retrouve à la droite de l'image ici, et ici de ce côté-ci c'est la ventricule droite. Et généralement quand on fait la segmentation de la ventricule droite, on doit calculer par exemple sa surface et aussi cette longueur-ci. Et son volume aussi, ça nous permet de savoir le fonctionnement de notre cœur, si le battement cardiaque est normal ou pas, et s'il y a un problème avec notre cœur. Donc voilà effectivement pourquoi est-ce que nous devons faire la segmentation. Généralement, quand vous partez à l'hôpital, le médecin va essayer de d'analyser votre rythme cardiaque. Après cela, ils vont essayer aussi de vous faire le ECG ou bien le EEG pour voir un peu comment ça se passe. Mais quand jusque-là, il n'y a vraiment pas de détails pour faire un diagnostic précis, ils vont vous demander d'aller pour l'échocardiographie. Oui. Et après cette segmentation-ci, le médecin va essayer de calculer ces paramètres aussi. En fonction de la valeur qui sera trouvée, il sera en mesure de savoir quel problème vous pouvez avoir avec votre cœur. Est-ce que le cœur fonctionne normalement ou pas? Puisque tous ces paramètres aussi ont des valeurs standards. Oui, que ce soit bien sûr qu'il y a des personnes qui ont des cœurs légèrement plus gros que les autres, des personnes qui ont des cœurs qui ne sont pas vraiment comme le cœur que nous voyons, qui sont un peu tournés, un peu là.
mais il y a généralement une marge pour tout cela en termes de volume, en termes de surface et en termes de valeurs qui sont calculées après avoir conduit ce genre de segmentation. Et généralement, cette segmentation-ci peut être très, très subjective parce que il y a des personnes, il y a parfois des images qui ne sont pas aussi claires que celles-ci. Donc, si la personne fait une segmentation manuelle et que vous voyez un petit manquement ici, va affecter toute la valeur qui va être calculée en termes de volume ou bien en termes de surface. Ça fait que ceci va affecter la valeur, les paramètres qui vont être estimés. Et peut-être le médecin peut penser que vous avez une maladie cardiaque, alors qu'en principe, vous n'avez pas. C'est plutôt lui qui n'a pas bien choisi la région qui était censée être utilisée pour le calcul de ces paramètres et de ces valeurs. Donc voilà pourquoi je vous dis, depuis que je fais dans le domaine médical, bien sûr que, on ne sait jamais ce qu'on dit souvent, mais dans le domaine médical, il ne faut jamais croire à un seul docteur. Il faut faire plusieurs tests avant de pouvoir vraiment montrer que vous avez une maladie. Et votre premier médicament, en fait, c'est votre morale, en fait. Oui, parce que beaucoup de personnes meurent généralement parce qu'ils commencent à complexer. Quand ils sont, par exemple, quand un médecin leur dit qu'ils ont une certaine maladie, en fait, oui. Parce que quand vous êtes complexé, tout le système immunitaire devient faible, en fait. Et ça a à faire avec vos globules blanches. Donc, ça, c'était juste pour vous donner un aperçu de pourquoi est-ce que on doit faire la segmentation du ventricule gauche. À quoi ça nous sert? En temps normal, dans nos vies, dans le domaine médical, ça nous sert à quoi? Donc, voilà un peu ce que j'essayais de vous expliquer. Et là, maintenant, on va juste aller directement dans le domaine de l'application. Je pense que M. Thaler a aussi parlé un peu sur ce domaine. Oui, dans ce cas-ci, nous avons ce qu'on appelle le data collection and cleansing. Oui, comme je l'ai dit tantôt, vraiment, il ne faut pas qu'on oublie. Si vous pensez à développer un projet qui est basé sur l'intelligence artificielle ou bien sur le machine learning ou bien deep learning, pardon, please, the first thing to do is to think about data. La première des choses, c'est de penser aux données. Vous n'avez pas de données, vous n'allez rien faire du tout. Parce que les données sont vraiment primordiales dans tout ce que vous allez faire. Donc, ces images-ci ont été collectées dans un hôpital ici en Chine, dans la capitale. J'y étais même. Et comme vous voyez là, il y a encore des écritures. Le nom du patient est là et certains paramètres ici. Et nous avons également des caractères là en Chine. Vous pouvez voir ici Chang Ren Xinzong, parce que ce monsieur-ci, c'est un adulte. Et il y a également l'heure à laquelle le scan avait été fait. Oui, comme vous pouvez voir là, et il y a également certains détails du scanner, par exemple le nom du scanner est ici et d'autres détails en fait. Et ces images-ci, les données que j'ai eu à collecter sont en termes de vidéos. Mais j'ai converti d'abord ces vidéos en images comme vous voyez là. Et ensuite, il fallait enlever ces détails-ci. Et c'est ça que j'appelle ici le data cleansing. Oui, comme le nettoyage en fait des données. Et en fonction du domaine, il y a des domaines où le data cleansing, le nettoyage des data peut être removal of outliers. C'est-à-dire vous enlevez des données qui ne sont pas du tout informatives ou bien des données qui manquent certains éléments en fait. Oui, des données qui ne sont pas uniformes en fonction de vos besoins ou bien d'autres données dans votre dataset. Donc, voilà un peu, après la collection de data, collection de données, nous avons le cleansing, le nettoyage de données. Et après cela, maintenant, il y a un grave problème dans le domaine de machine learning qu'on appelle le data annotation. Parce qu'en principe, dans le deep learning, je disais tantôt, dans le domaine de deep learning, parce qu'ici, le deep learning a été prouvé d'être plus efficace que le machine learning. Et généralement, avec le deep learning, nous avons besoin d'avoir une grande quantité, non seulement une grande quantité de data, mais il faut aussi annoter
Oui. Bien sûr que dans le domaine, je suppose que durant la conférence précédente, il y a eu une introduction, ce qu'on appelle unsupervised learning and supervised learning, reinforcement learning. Ça, c'est généralement certaines catégories. Quand il s'agit de traîner votre modèle, d'entraîner le modèle en fait, oui, en fonction de la stratégie, mais généralement, le supervised learning, c'est-à-dire vous avez déjà un objectif que vous montrez à la machine comment apprendre, oui, à prouver d'être plus efficace que le unsupervised learning. Oui, et dans le domaine médical, vous pouvez voir ici ces images-ci ne sont pas vraiment très, très claires, mais il faut annoter ici. Oui, comme vous voyez, il faut annoter le ventricule gauche, et ceci, généralement, ça coûte beaucoup d'argent parce qu'il faut inviter, que ce soit, par exemple, des étudiants en médecine ou bien certains médecins pour venir vraiment noter ces détails. Parce que de nos jours, il y a certaines personnes qui se focalisent plutôt dans le domaine de développer des softwares pour l'annotation des données, que ce soit médical, que ce soit dans le domaine de facial cognition et tout ça, dans beaucoup de domaines. C'est aussi un domaine qui est beaucoup porteur. Parce que sans l'annotation des données, on ne peut vraiment pas développer un modèle, un bon modèle dans le domaine de deep learning. Donc, il y a le data annotation. Et après ça, comme vous voyez là, ça, c'était juste pour vous montrer le processus d'annotation. Vous voyez que même jusqu'ici, peut-être il y a des petites erreurs, je ne sais pas, mais ça a été annoté par le médecin. Voilà un peu petit, peut-être ici, il fallait ajouter un peu plus. Mais il y a des médecins, par exemple, vous et moi, on ne peut pas annoter la même image de la même façon. Donc, ce sont des trucs qui arrivent vraiment quand il s'agit des humains, en fait, de petites erreurs dans les transactions ou bien l'accomplissement des tâches répétitives. Oui, après cela, nous avons dans ceci, nous avons des images et des corresponding labels. Et maintenant, label ici, ce sont des annotations qui ont été produites par les experts. Et après avoir préparé, c'est-à-dire, il faut d'abord collecter les données. Après avoir collecté les données, il faut nettoyer les données. Après le nettoyage, il faut les annoter. Après l'annotation, c'est OK, les données sont prêtes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Et c'est là où maintenant, il faut designer notre problème. Oui, dans mon cas ici, c'est un problème de segmentation. Oui, et pour ceux qui ne sont pas très, très familiers avec le domaine de segmentation, surtout dans le domaine médical, il y a beaucoup de network structures qui peuvent être choisis dans l'implémentation de ce domaine. Et aussi, vraiment, de nos jours, c'est devenu un peu facile dans plusieurs domaines. Vous n'avez pas besoin de commencer à écrire tous les layers de votre network à vous-même à main. Il y a vraiment beaucoup de librairies qui sont là. Je vais vous présenter quelques là bientôt. Avec toutes ces networks-là, vous pouvez juste les faire appel à ces networks et vous essayez juste de modifier leur structure en fonction de vos besoins. Et donc, comme vous voyez là, après avoir designé, ça c'est le network ici au milieu. Après avoir designé, pendant le training, c'est vous mettez ceci, une image, et vous lui apprenez à faire ressortir le résultat de segmentation comme celui-ci. Et voilà pourquoi tout à l'heure, il fallait également ce genre de level. Parce que pendant l'entraînement du modèle, il y a ce qu'on appelle le objective function ou bien le loss function que nous utilisons pour optimiser le processus d'entraînement. C'est-à-dire, chaque fois que le modèle fait sortir un résultat, on essaie de comparer ce résultat-ci avec le vrai résultat que nous avons. Et on essaie de calculer cela pour essayer de réduire et voir à quel niveau le modèle est en train de traîner, c'est-à-dire sa performance au fur et à mesure qu'on traîne le modèle. Donc, voilà un peu le principe, ce qui se passe derrière
l'écran en fait. Mais ce qui est sûr, après avoir collecté, nettoyé et annoté les données, il faut maintenant penser à ce niveau-ci, à designer ou bien choisir un network que vous allez utiliser pour votre tâche en fonction de la tâche, parce qu'il y a la segmentation, il y a la classification, il y en a beaucoup. Oui, et après cela maintenant, après que vous avez votre modèle, déjà que vous pensez utiliser, il y a beaucoup de plateformes et de librairies que vous pouvez utiliser. Nous avons le TensorFlow, nous avons Keras, qui est comme une version simplifiée de TensorFlow. Nous avons Theano, Café, MXNet. Oui, voici un peu les plateformes. Nous avons aussi PyTorch. Pour commencer dès le début, le Café et MXNet. Sur cette plateforme-ci, on programme généralement en C ou bien C++. Et Theano aussi, mais en TensorFlow, sur la plateforme de TensorFlow, Keras, PyTorch, on peut programmer en Python généralement. C'est Python. Et aussi, nous avons certaines librairies qui sont très, très importantes pour la lecture de nos données ou bien le calcul de certaines métriques d'évaluation. Nous avons le sklearn et on a aussi Panda. Panda, c'est généralement pour les gens qui font data science. C'est une... Pardon. Pardon. Panda a aussi beaucoup de packages qui peuvent être utilisés. Ici, il y a aussi OpenCV. OpenCV aussi est très, très important dans l'analyse des données. C'est-à-dire pour la lecture et tout, quand on prépare un projet de machine learning. Ça, c'est en termes de plateformes, de librairies et aussi en termes de software. Et maintenant, quand il s'agit de hardware environment, comme je l'ai dit tantôt, on aura forcément besoin d'un ordinateur, que ce soit un desktop ou bien un PC, un portatif. C'est très, très important. Et dans le cas où vous ne pouvez pas acheter un GPU, vous pouvez louer de l'espace dans un serveur qui pourra être dans le cloud. Et de nos jours, ce qui est un peu moins cher est aussi un peu fiable parce qu'il y a des serveurs moins chers. Nous avons des serveurs moins chers, mais parfois, ce n'est pas fiable. Les gens peuvent voler vos codes, si je peux dire. Utiliser votre projet. Par exemple, moi, avec ces données-ci que j'utilise, sont les données qui viennent de l'hôpital et ça peut être partagé n'importe comment. On essaie de travailler avec des GPU qui nous appartiennent à nous-mêmes dans notre laboratoire de recherche. Mais quand vous n'avez pas accès à cela, vous pouvez louer. Nous avons Amazon qui a aussi des serveurs qui louent. Et nous avons aussi Huawei. Huawei, c'est aussi une compagnie technologique chinoise qui est aussi partout dans le monde entier. Et bien sûr, vous avez besoin d'une électricité stable. Parce que quand vous commencez l'entraînement de votre modèle, s'il y a une coupure d'électricité, vous allez recommencer à zéro en fait. Il faudrait que ce soit continu. Et oui, et généralement aussi, quand la tension est basse, même s'il n'y a pas de coupure, quand elle n'est pas stable, ça affecte, oui, ça affecte le modèle aussi et les performances. Ça fait du coup que ça ne sera pas très, très stable. Parce que généralement, l'entraînement d'un deep learning model, généralement, ça demande aussi, parfois l'entraînement n'est pas très, très stable. Et si ça ajoute à cela aussi un problème d'électricité, là, ça devient compliqué. Et aussi, un autre point dont je voudrais attirer votre attention là-dessus, c'est quand vous programmez, ce serait mieux d'avoir une connexion Internet. Parce que parfois, votre programme, votre code peut ne pas marcher, il peut avoir des bugs, des erreurs, et vous aurez peut-être besoin de chercher en ligne. Ou bien, vous avez besoin d'une fonction précise pour vous avez besoin d'écrire une fonction pour faire une tâche précise. Vous allez chercher généralement sur Internet, sur Google, vous allez généralement trouver toujours une réponse à vos problèmes, en fait. Ou bien vous allez trouver quelqu'un qui a fait quelque chose qui est similaire à ce que vous voulez faire.
Et vous allez juste emprunter cette fonction et l'utiliser et l'insérer dans votre programme. Donc, généralement, c'est très, très important d'avoir une connexion parce que tout ce que nous utilisons là, ce ne sont que des outils, en fait. Et ça, c'est l'électronique. Et c'est-à-dire, rien n'est sûr à 100%. Comme tout à l'heure, M. Tala, son Zoom a crashé. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prévenir. Parfois, votre ordinateur, le ventilateur peut surchauffer, ça explose. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas prévenir. Et parfois, là, vous pouvez mettre un programme en cours d'entraînement, ça s'arrête subitement, il y a une erreur, il y a un bug. Et vous allez forcément devoir chercher la solution en ligne parce que ça peut être quelque chose de nouveau pour vous et vous n'avez jamais vu. Donc, voilà un peu, en dehors de ça, il faut aussi une connexion Internet. Oui, et aussi pendant l'entraînement du modèle, il faut aussi penser, parce que quand vous avez collecté, vous avez nettoyé, vous avez annoté, c'est souvent bien de diviser votre dataset en 3 parties. Il y a le training set, le validation set et le test set. Le training set, c'est la partie des données qui est utilisée principalement pour entraîner votre modèle. Et le validation set vous aide ici à choisir le modèle pendant l'entraînement, en fait. Et toute cette, vous allez vous rassurer que ces 3 parties-ci sont séparées les unes des autres. Et maintenant, le test set, c'est la partition que vous utilisez pour évaluer la performance de votre modèle. Oui, ceci, généralement, c'est très, très important. Et généralement, quand il s'agit de l'implémentation, il y a ce qu'on appelle le nombre des poches. Combien de temps vous voulez entraîner le modèle. Vous allez, par exemple, choisir, ça peut être 200, 300, 500 ou bien 1000. Et rassurez-vous en fonction de la taille de vos données, en fonction du nombre d'époques et en fonction du batch size. C'est-à-dire combien de données combien de données peut être traitées à chaque itération ou bien à chaque époque. Ça, c'est ce que le batch size, ça veut dire. Donc, en fonction de ceci, vous pouvez aussi déterminer la durée de l'entraînement du modèle et aussi en fonction de la puissance de votre ordinateur, vous pouvez déterminer. Et ensuite, il y a également ce qu'on appelle le optimizer. Ça, c'est aussi une fonction il y en a vraiment tellement beaucoup. Peut-être plus tard, on peut voir ça en détail dans une autre session. Mais il y a beaucoup d'optimizers en fonction des plateformes que vous pouvez utiliser. C'est juste une fonction qui est déjà là. Vous n'avez pas besoin d'écrire ceci de zéro par vous-même. Et aussi, nous avons un domaine qui est un facteur très, très important qu'on appelle le learning rate. Le learning rate aussi, c'est une variable très, très importante qui peut vraiment affecter la performance de votre modèle. Oui, et quand vous avez sélectionné cela, et je pense que M. Tala a aussi mentionné, il a parlé de certaines métriques qui sont utilisées. Oui, il a parlé des métriques qui sont utilisées pour évaluer la performance de votre modèle. Et aussi, en fonction de la tâche que vous avez à main, il y a le Accuracy, Recall, Precision, F-Measure, qu'il a aussi appelé le F1 Score. Et nous avons DICE, IOU. Oui, en fonction de la tâche. Les deux ici sont généralement, sont utilisés pour l'évaluation dans le domaine de Computer Vision, c'est-à-dire la segmentation, la détection et tout, la localisation et tout. Et ça également. Mais les autres, si Accuracy, Recall, Precision, c'est généralement utilisé dans le domaine de la classification. Oui, donc voilà un peu ce que vous avez besoin. Oui, et après, quand le modèle est traîné, parce qu'après ceci, malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que le domaine, pour traîner le modèle, ça prend beaucoup de temps. Mon modèle, généralement, je traîne cela 2 jours quand j'utilise, parce que nous avons le GPU. Oui, on traîne 2 jours et la carte, c'est le
2080 ou 3080. Oui, après avoir traité le modèle, après que le modèle soit traîné, et parce qu'en fonction que vous traînez le modèle, vous allez évaluer le modèle en fait. Quand vous avez traîné une fois, après avoir choisi une certaine valeur pour ces paramètres-ci, vous allez tester le modèle sur le test set et voir un peu les valeurs. Parce qu'en fonction des domaines, par exemple, dans le domaine médical qui a relié à la vie humaine, généralement, on a besoin pour nous que l'accuracy soit au moins de 95% en montant. Oui, ça, c'est pour un truc qui peut être acceptable en clinique. Mais en fonction des domaines, si on a une accuracy de peut-être 70%, 80%, c'est déjà acceptable. Donc, en fonction de vos objectifs, en fait, oui, vous pouvez essayer, quand vous avez choisi ces paramètres, donner des valeurs à ces paramètres-ci, à ces variables-ci, vous essayez un peu, après l'entraînement, vous pouvez tester un peu sur le test et vous voyez un peu, si c'est pas très, très satisfaisant, vous pouvez un peu modifier les paramètres et ensuite vous traînez. Donc, vous entraînez encore le modèle. Et après plusieurs essais, là, quand vous pensez, OK, la valeur que nous avons obtenue est assez satisfaisante, et là, vous pouvez maintenant passer à l'utilisation d'un modèle qui est vraiment traîné. Et maintenant, quand le modèle est traîné, quand je vous ai expliqué bien tantôt, pourquoi est-ce qu'il faut développer un modèle Deep Learning ou bien AI pour venir pour aider à l'accomplissement de ces tâches. Parce que, premièrement, ça demande de l'expérience. Parfois, il peut y avoir et le médecin peut ne pas être à mesure de le faire. Donc, quand nous avons déjà entraîné un modèle comme celui-ci, on vient juste là avec une image. Dès qu'on la met, ça nous fait sortir le résultat, en fait. Et voilà, donc après avoir fait tout le travail qu'on a fait là, ceci nous revient déjà. Par exemple, il y a des applications que nous avons de nos jours sur nos téléphones. Vous pouvez ajouter le filtre, modifier la couleur, faites que vous apparaissez plus clair sur des photos. C'est le même système en fait. Quand vous avez déjà traîné un système, un modèle comme celui-ci, vous le mettez juste dans votre système. Ça fait que dès que l'image est là, et ça vous fait sortir le résultat désiré. Et voilà, et le tour est joué. Et ça, c'est juste vous présenter un peu plus d'autres résultats après l'entraînement du modèle. Et dès que vous mettez une image, ça vous fait ressortir la ventricule gauche qui est déjà segmentée. Et avec ça, maintenant, le médecin prend juste ceci et il peut aller calculer les paramètres, les valeurs qui sont besoin pour vraiment conduire un diagnostic. Ça fait que ça a vraiment limité beaucoup d'étapes et ça rend quelque chose de plus productif, en fait, en termes de qualité, en termes de performance. Donc, voilà un peu en ce qui concerne cette application. Et maintenant, je vais essayer un peu pour toute personne qui est là, et je sais que nous sommes tous des domaines de recherche différents avec des professions différentes. Certains sont chercheurs, certains sont chefs d'entreprise, certains sont des businessmen et certains sont dans le domaine de marketing. Et maintenant, je mets cette photo aussi pour vous demander, what would you like to become? Ça, c'est la question qu'il faudrait que vous posez quand il s'agit de machine learning. Voici machine learning ici au centre. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Vous voulez devenir un chercheur dans le domaine de machine learning. Vous voulez devenir un algorithm scientist, c'est-à-dire vous faites plus la recherche, vous utilisez le machine learning pour cette science-là, pour plutôt vous spécialiser dans la science de l'algorithme, ou bien vous voulez juste être un algorithm engineer, c'est-à-dire vous développez juste des algorithmes pour résoudre des problèmes. Et aussi, soit vous voulez être un software engineer, juste comme Monsieur Tala qui est là. Oui, par exemple, il fait dans le développement. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Et moi également. Oui, c'est ça que vous voulez faire. Ou bien vous voulez être hardware engineer. Parce qu'il y a aussi beaucoup dans le domaine de hardware qu'on a maintenant besoin de l'intelligence artificielle pour faciliter certaines connexions au niveau des éléments de certaines plaques. Par exemple, quand il s'agit de chips.
Oui, en anglais, c'est chips, oui. Des trucs comme ça. Et aussi, vous voulez devenir un product manager, c'est-à-dire, vous allez plus vous focaliser sur le développement des produits pour résoudre des problèmes de la société en fonction de vos connaissances et de vos inspirations. Oui, et aussi, voulez-vous devenir un programme manager? Programme manager, c'est-à-dire, je pense que le column AI, c'est un peu ce que vous voulez faire. Par exemple, vous pouvez mettre sur pied des projets de formation, oui, ou bien, quel que soit, oui, dans ce domaine. Aussi, nous avons ce qu'on appelle les opérations. Opérations, généralement, ça inclut beaucoup d'étapes. Vous avez les investigations, proposition des solutions, solutions de développement et ensuite validation. Et aussi, bien sûr, nous avons le marketing. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font le machine learning avec ce qu'ils font sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube sans s'en rendre compte. Et nous avons également le technical sell. Ça aussi, ça va. Et nous avons sans oublier le consultant. Par exemple, la question que monsieur André Camonier nous a posée, généralement, ça entre dans le consulting. Oui, les prestations de services. Les gens vont vous poser des questions, comment est-ce que ça peut être utilisé pour résoudre leurs problèmes et autres. Et il y a aussi un domaine qui est très, très avancé de nos jours, le venture capitalist. Venture capital, ça c'est un domaine qui est très, très relié à ce qu'on appelle le FinTech. Oui, l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine financier et bancaire directement. Donc, sur ce, la question vous est posée, à vous de savoir là où vous vous sentez mieux en fonction de vos projets, en fonction de vos backgrounds et en fonction de vos capacités. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours très, très important de faire quelque chose qui est en lien avec nos projets, nos plans, et aussi quelque chose que nous aimons, que nous nous sentons vraiment confortables quand nous le faisons. Et sur ce, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps.